Bruno Solo est dans la Grande Galerie. Bonjour Bruno. Bonjour et bienvenue, installez-vous. Je présente le public et la bande de la Grande Galerie. C'est d'une grande galanterie ce que je fais, j'arrive et je la vire. Non mais... C'est le meilleur siège de l'émission. C'est pour ça, oui. C'est le siège le plus agréable de l'émission et vous le méritez largement, Bruno. Bruno, mon grand âge, c'est ça? Pas du tout. Vous serez là et vous êtes bien là avec nous. Et merci d'ailleurs d'être là avec nous. L'Égypte, alors c'est un monde... L'Égypte antique qui nous fascine absolument tous, mais c'est un monde englouti, c'est un monde dont il nous reste des vestiges, il reste parfois des ruines, et vous racontez l'aventure de ceux qui l'ont redécouvert, ce monde englouti, sur France 5, dans une série. Est-ce que vous arrivez à comprendre la fascination qu'exerce sur nous l'Égypte antique ? Oui, d'autant que 80% des trésors de l'Égypte n'ont pas encore été découverts, donc c'est un pays encore immergé presque, j'ai envie de dire. On a le sommet de la pyramide, mais on est très très loin d'avoir tout découvert. Et puis surtout, c'est un pays qui a été... C'est l'une des plus anciennes civilisations du monde. Sûrement, ça doit se battre avec quelques civilisations du côté de la Chine, mais beaucoup d'historiens, d'archéologues considèrent que c'est une civilisation qui date de 4000 ans. 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est absolument vertigineux. D'ailleurs, quand je suis allé là-bas pour la première fois, on a ce sentiment d'être submergé par quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais quelle est la place que tenait l'art dans cette civilisation ? Parce qu'aujourd'hui, on regarde ces reliques, ces restes de l'Égypte antique comme étant... les chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre qui ont traversé les millénaires. Et c'est essentiel, ça faisait même partie de leur quotidien. Personne n'envisageait, alors évidemment du côté des souverains, du côté des nantis, si on peut dire, évidemment. Mais en revanche, par exemple, les pyramides, les hiéroglyphes qu'on voit à l'intérieur dans certaines pyramides ou certains tombeaux dans la vallée des rois ont été faits par des artistes qui n'étaient pas des esclaves. La légende de ces esclaves qui auraient fabriqué les pyramides, c'est faux. Non, ce sont les extraterrestres. Non, c'est ma théorie. Oui, c'est vrai. Ils avaient l'électricité. C'est vrai que c'était facile de dessiner à l'intérieur d'un tombeau avec, comme ils avaient l'électricité, d'après Maître Gims, c'est vrai. Mais plus sérieusement, si tant est qu'on a été sérieux en disant ça, plus sérieusement, c'est vrai que tout le monde était très investi dans l'idée que l'âme devait partir, que les corps devaient partir accompagnés par des chefs-d'œuvre, accompagnés par des dessins, accompagnés par des peintures, des reliques, des momies, des trésors, des bijoux. Donc toute la civilisation égyptienne tourne autour de l'art. Et il y a un truc absolument formidable, c'est que vous êtes le tenant d'une culture qui est à la fois exigeante, c'est sérieux, et accessible absolument à tous. Et c'est un peu le pari qu'on fait ici à la Grande Galerie francophone. La série documentaire, c'est un mélange, une hybridation de fiction, d'intelligence artificielle, de 3D. On en regarde un extrait. Depuis le début du 19e siècle, l'Égypte est le nouveau terrain d'affrontement des empires européens. En somme, la guerre des trônes s'exporte au pays des pharaons. Non, vous pouvez pas entrer là. Nous détruirons tout plutôt que de vous le donner. La rivalité s'exprime aussi sur un terrain plus feutré, le déchiffrement des hiéroglyphes. Explorateurs ou savants, ils vont percer les mystères de l'Égypte antique. Ça marche. Dans les pas de ces aventuriers, partons ensemble sur les terres d'Égypte pour revivre cette incroyable épopée lancée par Bonaparte. Alors, quand même Bonaparte, bon, rendons-lui ce qui lui appartient. C'est vrai qu'il a été à l'initiative, mais au départ, c'est une expédition militaire et stratégique. Bien sûr. Pour couper la route aux Anglais, etc., pour envisager ce qui deviendra plus tard le canal de Suez. Mais c'était pour des raisons commerciales. Mais au moins, on peut lui reconnaître, à cet homme si complexe et si particulier, sur lequel j'ai beaucoup de réserves, mais on peut lui reconnaître en fait d'avoir amené avec lui des archéologues, des dessinateurs, des botanistes. Mais alors, qui étaient ces aventuriers, Margot ? Bonaparte, il va emmener Dominique Vivant-Denon, un peu contraint et forcé par Joséphine, sa femme, qui lui dit qu'il l'adore, et donc il l'emmène dans son expédition, un grand artiste, et aussi quelqu'un qui a exploré tous les régimes politiques, un peu comme une girouette machiavélienne, et donc il
arrive en Égypte et en fait, il arrive à intéresser Bonaparte à tous ces sujets auxquels au départ il n'est pas familier. Et il va partir au fil du Nil pour découvrir tous ces trésors. Il va tout dessiner. Et c'est vraiment la course à qui des Français ou des Anglais vont réussir à accumuler le plus de connaissances. Et il est assez intéressant, ce personnage, et ambivalent aussi, Vivant de Nom. Il est ambivalent, mais quand vous disiez que c'était un survivant, vous avez raison. Mais à cette époque-là, il a risqué sa vie au tout début du 19e siècle. Remonter le Nil, c'était pas mais je veux dire, même à cette époque-là, avant qu'il arrive même aux côtés de Napoléon, ces femmes et ces hommes, il fallait naviguer, il fallait être une anguille, parce que ils sortaient de la terreur. Il y avait la Révolution, bien sûr. Puis le consulat. Donc il y en a pas mal qui naviguaient. Donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé de survivre pour défendre son art. Vous savez, il y a un Nietzsche qui avait dit, pour moi, la plus belle définition de l'art, il dit « Heureusement, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Et c'est vrai que lui, il était l'incarnation de cela. Il s'est dit « Il faut que je survive parce que l'art peut transcender même les choses les plus terribles, les plus effroyables, les plus sombres. » Et donc, effectivement, dans son époque. Sa curiosité a éclairé, mais le vrai qui nous a permis de découvrir qu'aujourd'hui, la civilisation égyptienne a 4000 ans, c'est Champollion, parce qu'il a décrypté les hiéroglyphes. Nathalie? Pour tourner cette série fascinante, il faut absolument regarder cette série si vous n'avez pas eu l'occasion à la maison. Vous nous amenez dans des lieux inédits. Ouais. Qui ne sont pas ouverts au public. Vous avez eu des autorisations exceptionnelles. Donc, franchement, c'est un privilège en tant que téléspectateur. Mais moi, alors? Oui, c'est ça, on voyage avec vous. Ouais. Mais évidemment, vous êtes allé au pied de ces majestueuses et énigmatiques pyramides de Gizeh et vous dites qu'elles ont provoqué en vous un choc physique. Et je me demandais, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qui s'est passé en vous? Est-ce que c'est la puissance de ces monuments qui vous a traversé? C'est ça, c'est quand même... extraordinaire d'imaginer. Et ma préférée, c'est Képhren. C'est la moyenne. Il y a Khéops, la plus grande, Mykérinos, c'est la plus petite. Oui. Et Gizeh, c'est le plateau. C'est le plateau. Et celle de Képhren, elle est magnifique parce que le sommet de Képhren est encore proche de ce qu'était sans aucun doute cette pyramide à l'origine, à savoir une surface parfaitement lisse, brillante, exposée au soleil qui devait illuminer. Et quand on est devant ces chefs-d'œuvre d'architecture construits par des hommes volontaires, même si c'est au service d'un roi, en l'occurrence d'un pharaon, pour Khéops, même si on sent que j'aime l'idée du chef-d'œuvre collectif. J'aime l'idée que chaque pierre a été posée par un homme, parce que là, c'était essentiellement des hommes qui travaillaient sur les pyramides. Et j'aime cette idée qu'il n'y ait pas de signature. Et moi, je suis submergé par tous ces hommes qui se sont réunis pour rendre gloire à la beauté. Et c'est effectivement, ça vous submerge. Et ça, moi, ça m'a écrasé, ça m'a pris plein fouet. Est-ce que c'est justement votre ambition? Parce que dans ce documentaire, vous traduisez votre passion de l'Égypte, mais ce qui est très important quand même, c'est que vous êtes une voix dans tous les sens du terme. Vous racontez l'histoire de l'Égypte, mais vous le faites avec votre voix. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous considérez comme un médiateur culturel, comme un conteur, et comment on fait dans un documentaire comme ça pour trouver justement le ton juste, la vibration de la voix? Parce que j'écris mes textes, déjà. Je travaille sur la base de ce que me donnent les historiens, les archéologues et les égyptologues, là en l'occurrence. Mais après, je réécris tout et je réinterprète à ma manière. Et je donne aussi un peu mon... Alors, conteur, c'est la moindre des choses. Je suis comédien. On est quand même plutôt amené à être des conteurs, quand même. Mais je pense que ce qui me va le mieux, c'est d'être un passeur. Un passeur d'une histoire qui me dépasse, qui est plus grande que moi. Mehdi Kotbi, qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette civilisation? Vous qui êtes à la tête de musées qui en créent régulièrement, les Égyptiens viennent d'ouvrir au Caire un musée absolument extraordinaire. Et vous comprenez cette fascination, vous aussi, pour cette civilisation disparue? Écoutez, je crois que tout le monde est fasciné, à la fois par cette histoire, par cette culture, et surtout cette culture qui a traversé les millénaires. C'est impressionnant. Et en même temps, ces écritures hiéroglyphiques qui sont assez exceptionnelles et qui transmettent réellement un véritable langage, un véritable message. Et j'admire, et j'aime énormément ce que vous dites, le partage. Et il y a cette blague amère qui dit que ce qu'il y a de plus beau dans l'Égypte antique, on peut le voir au Louvre, au British Museum à Londres. Quel regard est-ce que vous portez sur cette question de la restitution des œuvres qui ont été pillées, parfois spoliées? Mehdi Kotbi, c'est une question. Écoutez, je pense que la décision qui a été prise par le président de la République française de restituer les trésors
me semble juste et normal. Je me pose Il l'a fait avec le Bénin, un peu avec la Côte d'Ivoire, voilà, mais absolument. certainement pas avec l'Égypte. Mais parce que je pense que l'Égypte, d'abord, regorge de trésors. Ce musée dont vous venez de dire qu'il est je dirais, c'est une fierté pour tous les humains. Pas simplement pour les Égyptiens, parce qu'il retrace toute l'histoire. Et la culture, oui, c'est vrai que l'Égypte se réapproprie sa culture à travers ce musée. Longtemps, effectivement, on va pas se mentir, hein, les premiers égyptologues français, italiens, anglais, allemands, puis plus tard les Américains, ont quand même pillé allègrement, ont même découvert certains tombeaux en les dynamitant. Enfin, la dynamite n'avait pas été inventée dans la période que j'évoque dans l'émission, mais en tout cas, à coup de poudre à canon, on a quand même saccagé. Et Mehmet Ali a demandé à un moment qu'on restitue beaucoup des trésors qui avaient été pillés. Oui. Parce que tout d'un coup... Mais il faut dire aussi que longtemps, les Égyptiens sont passés à côté de cette culture-là. Les pyramides ont été en partie détruites pour construire le Caire, pour construire des maisons, pour des raisons vitales pour leur quotidien. Mais après, effectivement, Mehmet Ali est le premier archéologue, égyptologue à avoir pris conscience de ça. C'est Auguste Mariette qui a dit il faut rendre ces trésors à l'Égypte et à arrêter de piller l'Égypte, arrêter de fournir et Turin, et Berlin, et le British Museum, et le Louvre. Et il y a une prise de conscience qui s'est faite, mais encore aujourd'hui, il y a encore des pilleurs de